Welcome back. Hope everybody had a good break. I know some people are still filtering in from the lunch, so we are headed into the afternoon in a conversation. Afternoon, not for our guests. That's true. Not for Enfin, everyone. après-midi, pas pour tout le monde. Il y en a qui sont à distance. Donc je suis ravi d'accueillir notre nouvelle invitée, une grande star. Nous allons discuter avec elle de la science du changement. Et avant de vous présenter Julia Dard, nous allons prendre un moment pour apprendre quelques petites choses. Nous aurons donc 20 minutes. Nous avons Julia qui est live depuis Boston et nous aurons 10 minutes de questions-réponses avec elle. Donc je vais vous la présenter dans un instant et Ted commencera sa conversation avec elle. Bonjour Julia. Bonjour, bon après-midi. Bonsoir, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Super. Alors, Julia est Global Leader des sciences comportementales au BCG. Elle est fondatrice et à la tête de ce laboratoire et du réseau sur les sciences comportementales. Elle est également membre de l'équipe Global Management Change Leadership du BCG au carrefour du changement comportemental et organisationnel. Elle est très impliquée dans les développements de l'avenir du travail et elle travaille sur ces sujets pour le BCG. Donc, elle a écrit The Decision Maker's Playbook, publié par le Financial Times en 2019. Son TED Talk sur les désaccords productifs et les dialogues productifs a été vu plus de 8,5 millions de fois. Donc bienvenue à vous Julia, on est vraiment ravis de vous avoir dans le cadre de cette conférence The Human Advantage. Cette conversation est en direct et nous aurons donc la possibilité, après sa conversation avec Ted, la possibilité de lui poser des questions directement. Ted, c'est à toi. Alors Julia, je ne peux pas promettre 8,5 millions de vues aujourd'hui, mais nous avons 2700 personnes qui se sont enregistrées, au moins 1600 sont déjà venues en ligne depuis le Maroc, Singapour et partout ailleurs. Alors nous savons tous que le BCG est un des leaders mondiaux du changement et de la transformation. Il y a un grand nombre de cabinets, de firmes qui travaillent sur ces sujets de différentes façons. Et quel est votre intérêt sur les enseignements de la science comportementale dans ces domaines? De votre point de vue, quel est le rôle de ces sciences? Je vais peut-être commencer par vous parler de cette frustration qui nous a vraiment poussé à travailler au sein du BCG avec nos clients sur le terrain, parce que ça va nous informer. Malgré le fait que il y a eu des milliers, peut-être des millions d'heures, des millions de mots qui ont été écrits sur le changement ou la transformation des organisations, il y en a énormément qui sont extrêmement décevants. De façon probabilistique, les organisations ne réussissent pas ou n'atteignent pas les résultats qu'ils souhaiteraient, qu'ils auraient souhaités. Et la valeur qui en ressort n'est pas toujours celle qui est attendue. Alors parfois, il semblerait, certaines indications disent que près de 2/3 des transformations échouent. C'est extrêmement choquant. C'est très faible comme résultat. Parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur la façon dont il faut réaliser le changement au sein des organisations. Il y a beaucoup de pratiques, d'expériences qui existent, mais il y a très peu de science ou très peu de rigueur scientifique
qui entrent en jeu, ou sur des principes, sur la base de principes ou de résultats empiriques dans la gestion du changement. Et aussi, qu'est-ce qui a pu être expérimenté sur le terrain, sur l'organisation du travail au sein d'une organisation, d'une entreprise, pour changer d'approche. Deuxième aspect. Alors Ted, je ne sais pas si vous seriez d'accord, mais je crois qu'on a plutôt bien travaillé au sein de la communauté des recherches comportementales pour aider les décideurs du monde à reconceptualiser l'humain dans différents contextes. En tant que citoyen, en tant que participant dans les processus sociaux, politiques, on accepte que les humains ont du mal à prendre des décisions, qu'il y a des lenteurs, qu'il y a des biais qui n'aident pas à la prise de décision. Le monde des insights consommateurs et des insights marchés le savent aussi. Quand on est client, qu'on se rend dans un magasin ou en ligne, il y a des fragilités, des vulnérabilités qu'on identifie. Et pourtant, quand on est salarié, quand on est collaborateur d'une entreprise, qu'on arrive au boulot le matin et qu'on ne fait pas ce qui est attendu de nous, dans un contexte de changement ou de transformation, on a tendance à dire qu'ils n'ont pas suffisamment essayé, qu'ils n'ont pas fait l'effort. Les gens n'ont qu'à travailler plus dur, ou alors il faut leur donner des encouragements financiers, ou des primes, ou des bonus, comme dans le secteur privé, ce serait ça. Donc la part variable de la rémunération, si on l'augmente, les résultats seront différents. Mais en fait, non. Parce que on ne prend pas vraiment en compte toute cette connaissance accumulée au fil des décennies, du point de vue du changement ou de la transformation des organisations. Et en fait, je le dis en toute humilité, c'est ce qu'on essaie de faire au sein de notre laboratoire de sciences du comportement, que le changement soit grand ou petit, il existe des preuves qui permettent d'informer la façon dont ce changement est pratiqué. Et puis, il y a un engagement à tester sur le terrain, dans le contexte, pour voir si ces acquis ou ces idées reçues s'appliquent à telle ou telle situation particulière, avec telle ou telle contrainte. Donc peut-être que des organisations peuvent en apprendre un peu plus sur elles-mêmes à chaque fois qu'elles mettent cela en œuvre. Alors je ne sais pas si ça répond à votre question, mais enfin en tout cas, je suis persuadé qu'on peut faire beaucoup mieux, qu'on peut incorporer beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de preuves scientifiques, beaucoup plus d'expertise dans les façons dont les conseils d'administration, les équipes de direction ou le monde du travail peut se transformer. Moi-même, je viens plutôt du monde des insights consommateurs. Et ça a pris beaucoup de temps même de ce côté-là. Donc j'espère que côté entreprise, on ira plus vite. Oui, c'est rassurant. Merci, ça me rassure beaucoup, ça m'aide. Alors, vous avez dit dans un article récent que le plus grand mensonge de la transformation, c'est que les gens adorent le changement. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Et comment lutter contre cette aversion face au changement ? Je crois qu'il y a quelque chose de très séduisant qui se produit chez les PDG, chez les dirigeants des entreprises, au début d'une transformation ou de tout changement d'envergure. Donc une entreprise peut-être est en train de passer d'une activité à une autre. Disons, c'est une entreprise qui passe du statut d'entreprise régionale à une entreprise mondiale ou une produit très orientée produit qui est plus orientée consommateur, ou alors elle déplace son siège, disons, de Cincinnati à Boston. À chaque fois
Et on a cette conversation qui s'engage avec les dirigeants qui disent « Ah, mais il suffit de rappeler aux gens qu'il suffit de créer un récit, un narratif pour leur dire que ce changement est passionnant. » Parce qu'ils se convainquent eux-mêmes que ce changement va être passionnant et donc ils veulent que tout le monde soit du même avis. Et ils se disent quelque part que ça va créer une dynamique positive qui permettra d'alimenter cette transformation et que ce qu'ils souhaitent voir réaliser se réalisera. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est passionnant et c'est là qu'est le problème, parce que les gens n'y croient pas. Il n'est pas vrai, d'une façon générale, que les gens trouvent que les changements sont passionnants et une bonne chose. Donc, nous cherchons à comprendre si cette hypothèse, le fait que les gens ont une aversion au changement, nous avons cherché à découvrir si c'était vrai ou non. Mais il semblerait que ce soit le cas dans tout un tas de situations. Dans une situation où l'on propose un changement qui soit objectivement neutre, même avec le coût du changement, c'est parce qu'il y a toujours un coût, où le changement est positif, on sait que la situation de telle ou telle personne va s'améliorer de façon objective, les gens auront quand même plus d'aversion que d'attraction face au changement. Et donc tout le monde dans la salle dit « Ah oui, mais c'est le biais du statu quo, c'est logique par rapport à nos connaissances. » Donc, ça c'est le premier problème. Donc on a réfléchi, on s'est dit « Mais comment est-ce qu'on fait pour réaliser des études avec plusieurs milliers de personnes partout dans le monde pour valider ou invalider cette thèse ?» Maintenant qu'on sait cela, c'est un bon point de départ. On pourrait commencer par dire on est un petit peu derrière la ligne de départ pour l'instant, mais il va falloir travailler plus en amont pour surmonter cette aversion, pour renforcer la valeur du changement, pour aider les personnes à compresser le temps pour qu'ils puissent anticiper les changements positifs. Donc il y a un certain nombre de techniques comportementales qui peuvent nous aider à y arriver. Mais ensuite, deuxième problème, est-ce que tous les gens sont les mêmes? Est-ce que tout le monde va vivre l'expérience de la même façon? La réponse est évidemment non. Il y a différentes personnalités. Les gens reçoivent le changement de façon différente. Et donc, quand on réalise une étude, la plupart des gens répondent d'une manière assez cohérente. La plupart des gens ont une aversion au changement, quel que soit leur niveau d'éducation, leur identité de genre, leur ancienneté, etc. Sauf un groupe très particulier, et ce groupe très particulier, ce sont les cadres dirigeants. Non seulement ils n'ont aucune aversion au changement, ils sont en fait en recherche de changement, ils sont addicts au changement, ils adorent le changement, ils veulent que les autres adorent aussi le changement autant qu'eux. Et donc, imaginez ce dilemme. Là, c'est le gros mensonge de la transformation, que ça va changer la vie. Mais les gens qui mentent ne mentent pas, puisqu'eux-mêmes adorent le changement. Donc la question est, comment est-ce qu'on peut réagir à ça? Comment est-ce qu'on peut utiliser les sciences du comportement pour aider les gens à non seulement arriver à la ligne de départ, mais aussi la ligne d'arrivée? Et numéro 2, quel est le travail comportemental qu'on peut réaliser sur ces cadres dirigeants? Comment est-ce qu'on peut améliorer les connaissances, la conscience du fait que tout le monde n'a pas la même expérience, le même rapport au changement? Il est peu probable qu'ils y arrivent, à moins qu'ils aient le même poste que vous, ce qui est déraisonnable comme hypothèse. Et donc si on commence par dire, moi, la seule chose que je vais faire, ma seule mission, c'est que ces autres personnes soient aussi passionnées par le changement que moi, vous êtes déjà en train de penser à ce changement, et ce changement pourra échouer. Mais il y a tout un tas de choses
qui peuvent être faites beaucoup plus en amont et de façon beaucoup plus économique d'ailleurs, pour augmenter les chances de réussite. Donc vous avez les dirigeants, les leaders qui sont très motivés face au changement et qui ont probablement plus d'incitation à ce que le changement réussisse. Et puis après, vous avez une grande cohorte de collaborateurs qui ont une aversion au changement et qui n'ont pas bien compris la motivation. Alors, est-ce que vous auriez des conseils pour savoir comment arrêter ça? Parce que c'est un peu difficile de rentrer dans une salle de conseil pour dire « Oulala, calmez-vous » ou alors d'essayer de motiver des centaines de milliers de collaborateurs qui n'ont pas cette motivation. Comment est-ce qu'on fait pour fermer, pour réduire cette fracture? Alors, je ne sais pas si j'ai un bon conseil, mais on a une hypothèse sur laquelle on travaille. Je travaille sur un article scientifique qu'on pense terminer cette semaine sur les explications potentielles, ce qu'on appelle la distance au changement. Il y a une explication très convaincante sur laquelle il faut qu'on travaille encore, et on va travailler dessus cette année. Une explication convaincante, c'est que pour les dirigeants, pour les leaders, le changement, c'est la décision. Je décide d'acheter l'entreprise, je décide de vendre l'entreprise, je décide de faire tel ou tel changement, et l'exécution du changement, le boulot, doit être... Enfin, le boulot n'est pas aussi important de façon cognitive. Donc si moi je suis dirigeant, j'ai cette espèce de rush d'endorphine, j'ai pris cette décision, ouais super, on a fait ce changement, et effectivement ça paraît être quelque chose de très très agréable, mais en même temps, il y a tous les collaborateurs de votre entreprise. La seule chose qu'ils voient, eux, c'est un parcours très long et très compliqué de mise en œuvre, d'exécution et de gestion des risques. Donc, c'est pour ça qu'ils perçoivent les choses totalement différemment. Et il faut que les deux parties comprennent le point de vue de l'autre. Sur cette mise en œuvre des sciences comportementales, Michael Allworth a publié un manifeste avec un certain assez critique là-dessus et a proposé 10 propositions pour maximiser le potentiel. Alors, quel est votre avis sur le défi quand il s'agit de monter en gamme ou d'avoir une échelle, de déployer à grande échelle? Vous travaillez avec des grandes entreprises. Et puis aussi, il y a l'éthique dans l'utilisation des sciences comportementales. Quand on est un fidèle de l'Église des sciences comportementales, on voit à quel point on peut l'appliquer partout, mais il faut faire attention à où on les applique. D'abord, donc, sur la taille, l'échelle, et deuxièmement, sur l'éthique. Oui, j'aime beaucoup cette série de propositions. Et il est bien qu'il y ait un débat sur où il faut appliquer les sciences du comportement en tant que discipline, en tant que pratique, et quels sont les problèmes qu'il faut gérer sur le terrain de façon urgente ou à plus long terme. Alors sur l'échelle, comment est-ce qu'on fait pour passer à grande échelle? Alors, il y a des gens qui disent qu'on n'arrive même pas à faire les choses en petit, alors comment les faire en grand? Moi, dans ma propre expérience, l'une des façons dont on peut déployer à grande échelle, c'est de prévoir l'échelle dès le départ. Donc on peut se retrouver avec une série d'interventions qui sont peut-être plus modestes qu'on ne l'aurait souhaité, moins intenses en termes de ressources, mais en sachant qu'il peut y avoir une grande cohérence au sein de l'ensemble de l'organisation avec un investissement minime, par exemple, ou une mise en œuvre de technologies modestes. Mais l'exemple parfait de cela, c'est imaginer une usine, un magasin, un call center,
On a une très bonne connaissance de ce qui permet d'améliorer la qualité de l'emploi. Qu'est-ce qui fait que c'est un métier avec plus de dignité, un métier avec plus d'égalité, mieux payé, etc. Et les rapports également avec son N+1, la façon dont il peut y avoir des nudges pour que les N+1 puissent tenir compte de la situation en cas de conflit, avoir plus de responsabilités, trouver des solutions constructives. Et quand des N+1 peuvent faire ça, c'est l'un des plus grands facteurs de réussite et d'augmentation de la satisfaction pour l'ensemble des collaborateurs. C'est quelque chose qui peut être testé, peut-être dans une usine, et puis ensuite avec une utilisation à plus grande échelle. Je crois que le dilemme ici, qui reste irrésolu, il y a des solutions technologiques, mais qui ne sont pas parfaites, c'est comment fait-on pour créer une responsabilisation pour ce type d'intervention. Alors, ce n'est pas la même chose que est-ce qu'on a pu avoir un programme pilote avec une qualité constante qui nous a donné la conviction de passer à grande échelle. Et en fait, si on est tellement convaincu que ça, il faut vraiment qu'on ait vraiment voir qu'il y ait une responsabilité, une déresponsabilité au quotidien. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer que les pratiques des sciences comportementales soient utilisées de façon éthique au sein des organisations? Et il y a un certain nombre d'outils. La responsabilisation, l'empowerment, avec, à travers des informations, des approches comportementales. À ces approches. Je voudrais savoir ce que vous en pensez, vous, parce que moi, mes recherches montrent qu'il est extrêmement important d'avoir des moments où l'on peut examiner la situation. On parle du stade projet, du stade mise en œuvre. Oui, comme on regarde, il faut examiner le brief et voir s'il y a des effets de débordement, etc. Là, je vois déjà une question qui arrive, qui nous vient de Eddie, et sa question est un défi constant auquel on fait face. C'est comment mettre en œuvre des mesures réelles ou concrètes de réussite de la transformation, surtout du point de vue financier. Comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre des mesures concrètes pour voir s'il y a un retour sur investissement dans un programme de changement? Question géniale. Peut-être que vous avez la même expérience que moi. Les gens disent « Ah oui, d'accord, la gestion du changement, c'est super important, etc. Il faut le faire. » Et puis, on voit bien ce que les gens pensent vraiment. Parfois, ils le disent, parfois non. Ils considèrent que c'est simplement un coût. On est obligé de le faire, mais c'est un coût. On va le faire, mais on n'est pas trop content. Moi, je réfléchis moins en termes de mesures, même si elles sont extrêmement importantes, et j'ai un certain nombre de suggestions sur comment gérer le problème, mais beaucoup plus sur le récit, sur le narratif. Je crois que le premier grand problème, c'est que la gestion du changement, c'est un épouvantail. Alors qu'en fait, on est juste en train de trouver de nouvelles façons, peut-être, de rebaptiser la gestion du changement. C'est plus une sorte de police d'assurance pour atteindre les objectifs collectifs d'une organisation. Et le plus c'est présenté comme ça, le plus les gens auront une conception différente. Si on dit que c'est une assurance, les gens sont plutôt convaincus qu'il faut s'assurer contre certains risques. Et donc, une gestion du changement de qualité, avec de la discipline, si elle commence à être perçue par les personnes concernées comme étant une police d'assurance, ce sera plus positif. Et puis, on a dialogué avec nos collègues, nos clients, nos partenaires,
C'est un moyen de sécuriser la performance. On n'est pas juste là pour gérer le changement lui-même, s'assurer que les choses ne se passent pas trop mal, et puis vous finirez par arriver à la fin du processus. Au contraire, ce qu'on essaye de faire, c'est plutôt soit de booster une capacité technologique, humaine ou organisationnelle, pour booster la performance au sein de l'organisation. Et puis ensuite, je pense que les gens connaissent déjà ma réponse. Comment fait-on pour créer un retour sur investissement? Eh bien, c'est qu'il faut que le business case soit construit très en amont. Il faut qu'il soit solide ou relativement solide, en fonction du contexte. Et il faut tester les interventions qui peuvent faire partie du programme et qui, une fois cumulées, peuvent composer ce programme. J'ai l'exemple d'un programme sur l'adoption digitale, d'un nouvel outil, d'une nouvelle technologie très particulière. Et les gens ont besoin de formation. Donc, il y a une hypothèse, et c'est peut-être... On est très convaincu qu'un élément important là, c'est des formations en présentiel avec des collègues. Et ça fait partie de notre approche pilote. Toutefois, ça coûte pas, c'était pas économique de faire ça. C'est pas forcément efficace économiquement de le faire. Donc, on est en train de faire, d'essayer de voir à quoi ressemblerait ça en e-learning ou en distanciel. On voit bien que c'est beaucoup moins cher. Mais en fait, on voit très vite, en termes d'efficacité, la différence entre les deux. Autre question sur le chat, qui vient de Ayush, qui dit « Est-ce que vous pourriez nous parler de cette tendance sur l'incitation financière, monétaire, par rapport aux incitations non financières ?» Ah, ça c'est un sujet dont je pourrais vous parler toute la journée. Voilà, mais il faut avancer dans cette conférence Human Advantage. Je pense qu'on est vraiment passé, on n'a pas beaucoup bougé au cours des 50 dernières années, voire plus, en termes du débat sur la motivation des collaborateurs dans le contexte d'un changement organisationnel. Très souvent, ce qu'on assume par défaut, c'est qu'il va falloir donc plus de travail de la part des gens. En tout cas, dans le secteur privé, on dit « Ah bah oui, il faut qu'il y ait une prime ou un bonus, ou il faut que la part variable soit boostée, soit à court terme ou à long terme. » Et ça, évidemment, c'est une approche tout à fait raisonnable et compréhensible. Donc, on a souvent choisi d'avoir des rémunérations variables, des objectifs fixés. C'est tout à fait raisonnable. Mais je crois que ça rate un peu le cœur de la motivation, ou en tout cas ce qui peut donner aux gens l'énergie de continuer à participer ou à contribuer à cet effort de changement. Et encore, c'est peut-être parce qu'on pose les mauvaises questions. Et donc la question de l'incitation, c'est comment fait-on pour inciter les gens à faire ces choses? Alors le problème est le suivant. Donc voici le problème. Nous, on pense que la solution, c'est ça. Là, vous avez peut-être des preuves qui appuient cette hypothèse-là, mais comment fait-on pour faire avancer la solution au sein de l'organisation? Comment est-ce qu'on gère le changement, mais comment aussi est-ce qu'on génère cette énergie du changement au sein d'une organisation? Comment est-ce qu'on crée cette dynamique qui permet de surmonter l'inertie et l'aversion? Et je crois que pour cela, il faudra nécessairement avoir des incitations financières et non financières. Et puis, une reconnaissance aussi, d'autres types de reconnaissance au sein de l'organisation. Mais là, du coup, le débat devient très différent. Autre petit point, c'est une étude que nous avons réalisée il y a quelques mois. On a essayé de traiter juste ce problème. On dit, de quoi avez-vous besoin pour gérer un changement? Imaginez que vous puissiez demander ce que vous voulez. Plus de ressources,
Vous pouvez embaucher de nouvelles technologies, plus de formation, ou alors plus de reconnaissance et de gratification. Et indépendamment de la performance ou de la quantité du changement, la première chose que les gens désirent, près de 2 tiers des gens disent que c'est ce qu'ils veulent vraiment avoir, c'est qu'ils soient plus reconnus par leurs dirigeants, par leurs chefs. Donc avant de commencer à penser aux incitations financières, le mécanisme des primes, il faut peut-être passer 20 minutes pour dire, est-ce qu'on ne peut pas former les dirigeants de l'organisation à remercier les collaborateurs de façon constante et sincère? Ça, c'est l'attente principale. Et c'est le rôle des dirigeants de reconnaître le travail des collaborateurs. Merci beaucoup. C'est un sujet, évidemment, qui génère beaucoup de passion. Merci de nous avoir rejoints depuis Boston. J'espère qu'il n'est pas trop tôt le matin pour vous. En tout cas, merci vraiment d'avoir été avec nous et on espère continuer. Non, il n'est jamais trop tôt dans la journée pour parler de sciences du comportement. Merci beaucoup, Julia.